Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de l'Écho à contre-courant où nous allons nous intéresser à l'objet social de l'entreprise. Le mois dernier, en juin, le gouvernement a présenté son projet de loi Pacte pour plan d'action et de transformation des entreprises, dans lequel il propose de toucher à un des fondements du monde de l'entreprise, qui est l'article 1833 du Code civil. Cet article qui, depuis 1804, indique que une société est constituée dans l'intérêt de ses associés et donc dans leur profit. Désormais, si la loi est adoptée, ce qui est fort probable, elle devra prendre en compte, l'entreprise, les enjeux sociaux et environnementaux. Alors cette évolution est-elle une évolution majeure? Est-elle le prélude à un changement de monde où les entreprises seraient désormais non plus seulement comptables devant leurs actionnaires de leurs profits, mais aussi responsables devant toutes les parties prenantes du monde qui l'entoure, notamment l'environnement et le social. Est-ce que ce n'est à l'inverse qu'une manière de plus de s'offrir pour le capitalisme français une bonne conscience sans vraiment modifier la donne, une façon finalement de tout changer sans rien changer? Nous allons examiner donc cette question ensemble avec deux invités. D'abord Mireille Bruyère, vous êtes maître de conférence à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Bonjour. Vous êtes également l'auteur d'un livre, L'insoutenable productivité du travail, qui vient de paraître aux éditions du Bordelot. Et puis Benjamin Coria, qui est professeur à l'université Paris 13 et qui vient de publier une note sur le rapport Sénart-Nota, un rapport qui a été à l'origine des modifications repris en partie par le gouvernement dans la loi Pacte. Alors, pour avancer un peu dans ce dossier, Mireille Bruyère, votre livre qui traite de la question de la productivité, une question qui est essentielle en économie, traduit une volonté d'approcher cette question de la productivité sous un angle plus large que celle qu'on aborde habituellement, puisque pour vous, l'économie n'est pas seulement une question d'économie, c'est aussi une science sociale qui implique d'autres éléments, et la productivité du travail fait partie de ces éléments qui mêlent la psychologie, l'histoire et d'autres sciences humaines. Alors, c'est une question centrale pour notre sujet, parce que l'entreprise capitaliste, et vous le montrez, a pour fonction principale d'accroître sa productivité pour accroître son profit et sa croissance, et accroître la croissance générale de l'économie. Mais vous le décrivez également dans le livre, ce système qui a triomphé, qui a atteint son paroxysme pendant les 30 Glorieuses, est aujourd'hui en panne. La croissance de la productivité ne cesse de ralentir et l'entreprise doit trouver d'autres formes de moyens pour générer du profit. Selon vous, la productivité du travail, justement, est-ce qu'elle a atteint ses limites naturelles et quelles sont ces limites naturelles ? Alors, ce que j'essaie de montrer dans le livre, justement, c'est que ce qu'on décrit souvent en économie comme le passage d'un capitalisme industriel à un capitalisme financiarisé, finalement, c'est la poursuite d'objectifs fondamentaux du capitalisme, qui est ceux de la productivité, ou plus généralement, en fait, de la recherche de la rationalisation, donc de toujours faire plus avec moins de moyens, pour faire simple. C'est toujours ce même but, mais sous d'autres formes. Et c'est, pour moi, la forme principale est la financiarisation de l'économie, le fait que les marchés financiers vont devenir centraux dans le fonctionnement du capitalisme, mais c'est pas une rupture d'un capitalisme à un autre, finalement, c'est une accélération, un approfondissement avec d'autres outils. Donc c'est la même logique qui en fait se poursuit sous d'autres formes. Et effectivement, cette logique-là a du mal à trouver son incarnation dans les statistiques de la productivité. Il y a des conflits, je dirais, politiques, anthropologiques et même écologiques, qui fait qu'effectivement, cette nouvelle forme du capitalisme, qui est finalement fondamentalement la même, a du mal à trouver son incarnation statistique, je dirais. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats en économie autour de pourquoi la productivité diminue, etc. Ce que j'essaie de soutenir dans le livre, c'est que pour répondre à cette question de la productivité, si c'en est une, est-ce que d'ailleurs il est souhaitable de continuer à rechercher la productivité? Dans le livre, je pose vraiment cette question. Pour répondre à cette question, il faut sortir, à mon avis. Il ne faut pas rester simplement dans le champ de l'économie, parce qu'à mon avis, le champ de l'économie, c'est le bout
du problème. Les sources de cette crise de la productivité se trouvent en amont, du côté anthropologique fondamentalement et du côté écologique. D'ailleurs, vous expliquez que un des fondements de cette recherche de la productivité, de cet accroissement de la productivité dans la première partie de l'histoire du capitalisme, c'est d'une certaine façon la réification du travail, c'est-à-dire la réduction du travail à une chose abstraite et quantifiable. Oui, alors ça c'est toujours à l'œuvre, sauf que effectivement ça s'est étendu. Le capitalisme industriel est un capitalisme qui cherche à aménager effectivement dans l'usine les travailleurs pour gagner en productivité, donc un aménagement, je dirais, des corps. Et actuellement, on a toujours cette tentative, enfin cette recherche de rationalisation de productivité, mais ça passe par des moyens différents et sur un secteur différent, beaucoup plus ce qui est de la communication, de la maîtrise des moyens de communication, des technologies de l'information, mais on a toujours cette même logique qui se déplace beaucoup plus dans le management, je dirais, des comportements, des attitudes, des communications entre les travailleurs. Ça reste quand même une rationalisation du travail. Et le fait justement que cette logique que vous décrivez, qui donc a fonctionné pendant les 30 Glorieuses, fonctionne beaucoup moins bien maintenant, mais se poursuit, continue à se poursuivre, et le fait qu'on a de plus en plus de mal finalement à réaliser cette logique, ça se traduit notamment, vous le décrivez, par l'augmentation des inégalités, c'est-à-dire que finalement, comme on a une restriction des gains de productivité, eh bien ces gains de productivité sont de plus en plus mal répartis. Oui, parce qu'en fait, les structures, je dirais les institutions existantes, conduisent effectivement par le fait dans le livre, j'oppose en fait deux types d'institutions, une institution qui est plus fondée sur une des essences quand même du monde occidental, qui est la question de la démocratie, la question de l'autonomie, etc., qui continuent d'être là et qui sont en conflit avec un autre type d'institution, celle qui s'occupe du marché, de la concurrence, de l'accumulation du capital. Et effectivement, les structures du capital sont de plus en plus présentes. Et je pense que justement pour faire le lien avec la loi Pacte et le moment Macron aussi, ça vient, je dirais, à un moment où il est question toujours plus de renforcer ces institutions, et en particulier la figure principale de ces institutions, c'est l'entreprise. Il semblerait, en tout cas, que ce qui fait cohérence dans le programme de Macron, c'est que finalement l'entreprise, la forme de l'entreprise, non pas l'entreprise concrète, l'institution entreprise, est celle qui doit finalement être le modèle de toute organisation humaine, je dirais. Voilà. Et alors cette logique, elle est en théorie, on va dire, et dans la logique du gouvernement, compensée par le fait que précisément cette entreprise, en suivant un peu votre analyse, elle a une responsabilité qui est beaucoup plus large et qui dépasse celui de la seule génération de la productivité ou du profit. Et donc c'est dans cette idée-là que le rapport Sénart-Nota avait proposé d'élargir aux enjeux environnementaux et sociaux l'objet de l'entreprise. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens? Est-ce que ça prend en compte l'analyse que vous faites justement de l'évolution aujourd'hui du capitalisme, ou est-ce que justement c'est une forme de hochet pour amuser la galerie, et derrière cette loi Pacte, et Bruno Le Maire l'a dit, elle est là pour continuer à générer de la croissance? Non, c'est très dangereux justement. Le problème de la proposition qui serait que l'entreprise qui est débattue, etc. On entend de ci, de là, et même peut-être des milieux qui soutiennent l'actuel exécutif. Il faut réformer l'entreprise. L'entreprise est trop financiarisée. Pour revenir sur la question de la financiarisation, c'est de dire que l'entreprise serait trop définie pour les intérêts de l'actionnaire et donc distribuerait trop de dividendes. Donc ça, c'est une critique qui est faite et qui est largement partagée. Et justement, en s'appuyant sur cet argument, qu'il faudrait que l'entreprise transforme ses objectifs. Le souci, c'est qu'en disant ça, on met l'entreprise au centre des transformations de la société. Et là où je voudrais revenir par rapport à la productivité, c'est parce qu'on suppose que l'entreprise est la seule capable de performance. Fondamentalement. C'est-à-dire que là, je parle de figures et pas concrètement des entreprises un tel ou un tel qui, par-ci, par-là, on peut discuter ensuite de leur capacité à être performante ou pas. Mais c'est qu'on suppose que la performance, l'entreprise est le lieu de la performance.
Et à partir de ce moment-là, on se dit, bon, ben, on a un problème écologique, on a un problème démocratique même, pourquoi pas, ou de performance de service public, et ben, il faut que l'entreprise vienne, dans sa forme et dans son organisation, résoudre ce problème de performance. C'est bien là où c'est dangereux, c'est-à-dire quand on étend des missions de l'entreprise à des missions sociales, politiques par exemple, ou écologiques, on le fait avec le sceau de la performance. Et c'est ça que je dénonce dans le livre, c'est-à-dire que la question n'est pas une question de performance, c'est une question politique. La question qui nous est proposée, enfin, sur laquelle nous avons à faire face, en particulier écologique et sociale, qui sont les deux, je dirais, faces d'une même monnaie, c'est une question politique. C'est une question de conflictualité de valeurs, une question de conflictualité de sens, et ce n'est pas une question de performance. Si on arrive dans ce débat en disant « il faut de la performance », en fait on annihile, c'est ce que fait Macron, le débat politique. On dit finalement ce n'est qu'une question de bonne pratique, ce n'est qu'une question de trouver les bons outils, etc. Et c'est évidemment supprimer la contestation et donc supprimer la question politique. D'où la dangerosité d'une loi telle qu'elle est proposée. Mais, oui. En quelque sorte, au lieu de faire en sorte que l'entreprise s'inscrive dans le monde tel qu'il est et dans les problèmes du monde, eh bien, on fait en sorte que c'est l'inverse. Le monde doit s'inscrire dans une logique d'entreprise. Absolument, absolument. C'est ça le dangereux. La dangerosité, justement, de cette confusion que fait beaucoup Macron, hein, qui est, à mon avis, qui est une avancée dans ce qu'on pourrait définir le monde tel qu'il est néolibéral, c'est-à-dire dans lequel on va supposer qu'il n'y a plus finalement de conflit de valeurs. Il n'y a que un arbitrage de performance. Il faudrait trouver les bons outils. Et ça, l'exécutif le fait très très bien. Et cette confusion est très dangereuse en termes politiques. Oui, oui, si je peux me permettre, parce que je pense que là on est au cœur du sujet et puis du lien un peu entre les deux questions qui sont débattues aujourd'hui. Je crois que ça suffit plus de dire que la politique de Macron, que la vision de Macron est pro-business. C'est beaucoup plus que ça, hein. C'est ce qui a été d'ailleurs commencé à être abordé. C'est une vision suivant laquelle l'entreprise, au sens large, hein, est la forme trouvée et indépassable de l'accomplissement des destins sociaux et nationaux. C'est très profond, hein, c'est très profond. C'est plus seulement il faut que les entreprises... Une vraie vision du monde. Oui, c'est une vision du monde. Hein. C'est pas seulement il faut que les entreprises aillent bien, qu'elles fassent du profit, etc. Quand on prend son discours, regardez ce qu'il dit, par exemple, sur les banlieues. Hein, c'est pareil, hein, c'est par l'entrepreneuriat, par les premiers de cordée qu'on va en sortir. Prenez n'importe quel sujet. Vous avez tout le temps cette idée que l'entrepreneuriat doit être au centre et que c'est la forme trouvée de l'accomplissement des destins. C'est le modèle de toute forme sociale. C'est le modèle de toute forme sociale, voilà. Et c'est ça qui est très préoccupant. D'où, alors, le fait que on se repenche sur l'entreprise, son objet social, etc. Et d'où la loi Pacte. Mais c'est pas pour rendre l'entreprise forcément plus vertueuse, mais c'est bien pour rendre le monde plus entrepreneurial. Alors, c'est entre les deux. C'est-à-dire que au départ du rapport Nota-Sénat, qui a été demandé dans le cadre de la loi Pacte, il y a le constat que l'entreprise est mal aimée. Hein, que du fait de la financiarisation, du fait des excès absolument indécents auxquels se livrent les entreprises à travers les versements de dividendes, etc., l'entreprise a une mauvaise image. De surcroît, les enjeux, alors ça c'est pour les enjeux sociaux, de surcroît les enjeux environnementaux, les dégâts, etc., sont très importants. D'où cette idée que, alors ça c'est une première inspiration du rapport Nota-Sénat, il faut ouvrir l'objet social de l'entreprise au fait qu'elle va prendre en considération ces éléments pour, d'une certaine manière, restaurer son image. Ça c'est un aspect. Mais l'autre aspect, c'est celui qu'on disait tout à l'heure, compte tenu de la nouvelle importance qui va être donnée à la figure de l'entreprise, lui inclure des objets sociaux et environnementaux, y compris ceux qui sont traditionnellement ceux des services publics et ceux des biens publics, devient un élément constitutif de la nouvelle philosophie. Et c'est là que, je veux dire, la loi, elle est extrêmement ambiguë et par certains côtés inquiétante. On va y revenir. Ouais. Dans cette logique-là, il y a aussi le fait qu'on préfère
plutôt que de favoriser les hausses de salaire, et les ordonnances travail favorisent plutôt justement la modération salariale, on préfère favoriser la participation aux bénéfices et le partage, on va dire, des bénéfices. C'est-à-dire, une fois que l'entreprise a réalisé des bénéfices. Exactement. Donc on reste bien finalement dans cette logique d'une entreprise qui doit générer des bénéfices. Exactement. Même si ces bénéfices doivent être... Exactement. Ça c'est une vieille constante du libéralisme et surtout du néolibéralisme de ces 20 ou de 30 dernières années, c'est de déconstruire tout ce qui est revenu fixe du travail, tout ce qui est lié au fait que, j'ai envie de le dire comme ça, au droit à l'existence, sur lequel, en dernière analyse, sont bâtis nos systèmes de protection sociale, sont bâtis les salaires, les revenus minimums, etc. Bien. L'idée, c'est de rendre le revenu du travail aléatoire et dépendant de la performance de l'entreprise, de manière à, alors dans le jargon, diminuer les coûts fixes, mais dans la réalité, faire en sorte que l'entreprise a de moins en moins de contraintes vis-à-vis du salariat et qu'elle soit uniquement en situation de verser une petite partie de ce qu'elle a gagné une fois qu'elle a gagné. Et c'est vrai que la loi Pacte va directement dans ce sens. Construire un monde dans lequel finalement les salariés seraient plus des entrepreneurs que des salariés, puisqu'ils participeraient finalement à cette idée. Si vous voulez, il y a quelques années, quelqu'un que j'aime bien, donc Frédéric Lordon, avait déclaré « on rentre dans la période du dividende minimum garanti ». Et tout le reste devient variable. Et c'est absolument le cas. Ça veut dire que même les entreprises qui ne font pas de profit s'endettent pour distribuer des dividendes, parce qu'il y a une espèce de 15% de ROE qui doit être garanti, sauf situation tout à fait exceptionnelle, et c'est le reste qui est flexibilisé, y compris évidemment le travail, l'emploi et le salaire. Il y a un élément qui est nouveau, qui est introduit dans le Code civil, c'est celui de raison d'être de l'entreprise. Au départ, donc c'est une raison d'être qui devrait être définie par le conseil d'administration des entreprises, qui est facultatif, et qui au départ devait ouvrir la voie à ce qu'on appelait des entreprises à mission, c'est-à-dire des entreprises qui se donnaient des missions de service, enfin de bien commun, on va dire, pour être plus général. Cette partie entreprise à mission n'est pas dans la loi, mais on a conservé la raison d'être. Quelle est votre analyse? Il faut pas aller si vite. En fait, il y a deux questions distinctes. Il y a une première question qui est comment étend-on la responsabilité de l'entreprise, entre guillemets, comment change-t-on son objet social pour inclure les dimensions sociales et environnementales pour les raisons dont on parlait tout à l'heure. Après, il y a une deuxième chose qui sont les entreprises à mission. Alors, sur la première chose, la loi a accouché d'une souris complète. Ça veut dire qu'il était question de modifier l'article 1832. L'article 1832, c'est celui qui fait que l'entreprise est ramenée aux actionnaires, et donc c'est là-dessus qu'on s'est basé pour dire qu'ils ont tous les droits, tous les pouvoirs, etc. Il n'y touche pas. Il fait une simple adjonction à l'article 1833 pour dire l'entreprise doit être conduite suivant son intérêt propre en tenant compte des besoins environnementaux et sociaux. Ça aurait pu éventuellement signifier quelque chose, mais pas vraiment à partir du moment où le 1832 n'est pas bougé et où la société... Alors donc c'est une prise en compte en fait un peu de la jurisprudence actuelle. C'est de la RSE, c'est de la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire introduire une espèce d'incitation à ce que l'entreprise veuille bien considérer autre chose que le seul intérêt des actionnaires. Bon, mais même cette proposition extrêmement timide, elle a été quasiment annulée dans la loi parce que ce que la loi retient, c'est pas que l'entreprise doit être conduite suivant son intérêt propre, mais suivant l'intérêt social. Et le mot social, c'est celui de l'article 1832 qui fait de la société un contrat entre actionnaires. Donc je veux dire, c'est vraiment d'une mini-souris dont tout ça a accouché. Il y a un peu, c'est comme si vous voulez, on disait, on a le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, on garde tout le pouvoir aux actionnaires, mais on fait comme si, par l'article 1833, on incitait les entreprises à s'ouvrir davantage. Alors, ça c'est un aspect. Donc si vous voulez, moi je pense que ça va pratiquement rien changer. En vérité, rien changé du tout. C'est d'ailleurs un objectif de Bruno Le Maire qui a dit qu'il ne faut pas que ça crée de nouvelles responsabilités pour l'entreprise. Voilà, là-dessus on est tout à fait tranquille. L'entreprise n'aura pas de nouvelles responsabilités et en même temps on aura fait comme si, parce qu'on a introduit cet article 1833.
Après, les entreprises à mission, c'est autre chose et c'est beaucoup plus sérieux. Hein. Alors, d'où ça vient les entreprises à mission? En fait, ça vient des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les pouvoirs des actionnaires sont tels que si les managers s'écartent de la satisfaction des intérêts des actionnaires, ils peuvent être attaqués en justice. C'est ce qu'on appelle les fiduciary duties, et les managers peuvent être, condamnés, responsabilisés pour n'avoir bien. Alors, dans ce contexte, donc aux États-Unis, on a introduit des entreprises à mission, c'est-à-dire qu'on a introduit dans l'objet social de l'entreprise et de manière forte, à côté, pas de manière incidente comme chez nous en France, de manière forte, à côté de la recherche du profit, des objectifs connexes aussi importants, sociaux ou environnementaux, de manière à protéger les managers et faire en sorte que des entreprises qui ne veulent pas se dédier uniquement au profit, en fait c'était beaucoup les entreprises vertes de la Silicon Valley, etc., puissent le faire sans être menacées. Bien. En France, on n'a pas ça. Hein, on n'a pas les fiduciary duties, hein, on n'a pas ça. Alors, l'idée des entreprises à mission, c'était quoi? L'idée des entreprises à mission, c'était, comme aux États-Unis, d'une certaine manière, de permettre à des entreprises qui veulent explicitement poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux de l'inscrire dans leur statut. Alors, en France, on a choisi le mot « raison d'être » pour avoir des espèces de nouvelles entreprises hybrides à côté des entreprises complètement financiarisées. Ma foi, pourquoi pas? Ma foi, pourquoi pas? Le seul problème, parce qu'il y a un danger là derrière, le seul problème, c'est que s'il n'y a pas un espèce de contrôle citoyen sur ces entreprises hybrides qui poursuivent des objectifs sociaux et environnementaux. Et si on leur lâche la bride, et si on leur permet ce que la loi rend implicitement possible, de rentrer pour la fourniture de services sociaux, de services publics, sans contrôle citoyen, uniquement avec des comités d'impact faits d'amis, de relations et de réseaux, alors on va créer une machine de guerre d'entreprises qui peuvent affronter directement le service public et le disloquer. Et on est dans la logique qu'on disait tout à l'heure, à savoir, c'est la forme entreprise, c'est l'entité entreprise, ici, soi-disant à mission, qui doit rendre compte de tout, y compris les objectifs sociaux et environnementaux. Voilà pourquoi, parce que moi je vais être très clair, je ne suis pas contre les entreprises à mission. Mais des vraies entreprises à mission. Ça veut dire des entreprises à mission avec des comités de surveillance, de validation et d'impact, à la fois faits de citoyens, de représentants d'ONG, de scientifiques, le cas échéant, qui vérifient que les objectifs sociaux et environnementaux sont bien respectés, ce qui permet de bénéficier du statut d'objectif à mission. Mais si le statut d'entreprise à mission permet juste d'aller au combat contre les services publics dans des conditions totalement disproportionné de concurrence, alors il faut s'y opposer avec force. Et peut-être vous voulez ajouter quelque chose sur ce point? Oui, je voudrais, pour illustrer en fait ce qu'il pointe et qui est un vrai danger, dans le gouvernement actuel, il y a quelqu'un qui est chargé de l'économie sociale et solidaire et qui justement réfléchit sur Monsieur Itier, qui réfléchit justement comment on peut aider ce secteur en le rendant plus performant, en lui permettant d'accéder à un certain financement. Et il y a une trouvaille juridique, qui est le contrat d'impact social, où on demande effectivement des apporteurs de capitaux comme BNP Paribas, Société Générale, de s'investir dans des secteurs sociaux, par exemple de placement des enfants, je crois que c'est ce qui s'est passé dans le département du Nord, de placement en famille d'accueil ou pas. Et l'idée, c'est que l'apporteur de capital, par exemple BNP Paribas, je ne sais pas en l'occurrence, apporte du capital, et si il y a eu un vrai impact social de l'investissement, l'apporteur de capitaux est rémunéré. S'il n'y a pas eu d'impact social, il n'est pas rémunéré. Donc on pourrait dire c'est bien. La logique de tout ça, c'est qu'on doit quand même quantifier sur des objectifs très réduits, qui réduisent effectivement le travail d'un service public, le travail d'un service social à partie congrue, et c'est bien ça qui est le problème. C'est-à-dire que finalement, c'est pas tant de dire on va définanciariser, si finalement on reste sur une logique et de performance et quantitative, sur des objectifs très petits, et donc ça, c'est cette logique-là qui est déjà à l'œuvre dans le secteur social. Bon, c'est pour illustrer un petit peu l'idée, c'est-à-dire que finalement, on ne fait que reproduire
un même schéma avec d'autres indicateurs, mais un même schéma de quantification et de recherche de performance. Et moi, je pense qu'effectivement, les problèmes que nous avons, c'est les problèmes de pluralité politique. C'est-à-dire que ce que dit Benjamin, c'est que pour vraiment reprendre la main sur les entreprises et pour réorienter les entreprises, il faut remettre en question la question du pouvoir et comment il est partagé par des collectifs citoyens, par des scientifiques, et par les salariés. C'est aussi par les salariés, j'allais le dire, par les syndicats, bien sûr. parce qu'effectivement, il y a des visions différentes et que ces visions doivent s'exprimer avec la possibilité d'intervenir et de peser réellement, pas simplement en tant que conseil extérieur. On vous a écouté, merci beaucoup, au revoir. Donc on se dirige plutôt vers ce qui a été fait notamment au Royaume-Uni au début des années 2010, avec la Big Society de David Cameron, où il y a eu des services publics qui ont été privatisés sous cette forme. Moi, c'est vraiment la crainte que j'ai. C'est-à-dire que les entreprises à mission, sans comité d'impact, sans contrôle citoyen, etc., vont être des machines de guerre contre les services publics. Dans la note, je cite un article qui donne des frissons, mais que je trouve absolument remarquable, et qui s'intitule « Le jour où Bayer Monsanto deviendra une entreprise à mission ». Bien, Bayer Monsanto, les gens savent, c'est le glyphosate, c'est les semences non reproductibles, c'est Terminator. Bien. Bayer Monsanto peut avoir intérêt à se déclarer entreprise à mission parce que, d'une part, elle s'ouvrirait ouvertement à des objectifs de services publics, nourrir des populations en grand nombre, protéger contre les épidémies, les insectes, etc. Et en même temps, elle se mettrait un peu à l'écart des contraintes financières de très court terme qui l'empêcheraient de faire des recherches de long terme sur le génome. Mais donc, si la notion d'entreprise à mission n'est pas définie de manière suffisamment stricte avec contrôle citoyen, c'est sûr que Bayer Monsanto va se déclarer à mission. Je veux dire, l'autre entreprise candidate à être entreprise à mission demain matin, c'est Danone, bien. Vous voyez, ils ont une image absolument magnifique. Ils fabriquent des laits pour enfants, etc. Ce que personne sait, mais que les gens regardent sur le net. Danone vient de se faire refouler de plusieurs pays du Sud parce qu'il faisait de la propagande ouverte pour distribuer du lait manufacturé, si je peux dire, en dessous de 4 mois. Pour des enfants, ce qui est formellement proscrit un peu partout. Donc vous voyez, on est où là ? On est où ? Donc il faut à la fois, évidemment, commencer par faire respecter les réglementations et ensuite ne pas ouvrir à travers des formes d'entreprises hybrides nouvelles des possibilités d'intervenir dans des domaines qui sont jusqu'à présent protégés par le service public et par le contrôle citoyen. Donc cette loi Pacte ressemble de plus en plus à une forme d'occasion manquée. Vous citez une phrase, je cite une phrase de votre livre qui est assez, je trouve, significative de cette loi, c'est « Il semble que notre époque se soit évertuée à nous priver de notre capacité de penser ce que nous faisons ». C'est-à-dire, on est vraiment dans cet écran de fumée où les vrais problèmes, ceux que vous évoquez dans votre livre, qui sont ceux justement de la productivité, de son incapacité aujourd'hui à répondre aux véritables enjeux humains, pas seulement économiques, mais humains, finalement tout ça est caché derrière une forme de rideau de fumée pleine de bonne volonté, mais qui, comme on vient de le voir, est incapable finalement de répondre aux véritables enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Oui, absolument. Je trouve que le discours actuel, c'est celui de déconnecter les vrais enjeux de la présentation langagière, je dirais. Finalement, d'avoir un langage vide avec des éléments de langage, des formules toutes faites, du prêt-à-penser qui empêche effectivement les citoyens de s'emparer d'un débat, parce que je pense que alors il y a moi je crois on est dans une situation quand même où il y a des raisons quand même d'espérer dans l'action, parce que en même temps il se passe tout ce qu'on est en train de dénoncer, les économistes atterrés, nous travaillons beaucoup sur la critique des politiques économiques, etc. Mais sur le territoire et partout, quand même, il me semble qu'il y a des initiatives citoyennes de tout type, qui concrètement ont pris la mesure peut-être
beaucoup mieux que nos gouvernants de ce qui se passe et des enjeux écologiques et sociaux que nous avons. Donc, parce qu'il y a une déconnexion entre le discours médiatique qui tourne en rond autour de la question des marchés, des performances, de la croissance, etc. et concrètement ce que les gens vivent et dans leur travail, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur village, etc. Je pense que cet écart est de plus en plus grand. Et donc, bon, il ne faut pas non plus... il y a des raisons, effectivement, d'espérer que ça puisse tenir. Eh bien, nous allons terminer sur cette note d'espoir. Mireille Bruyère, merci. Benjamin Corrias, merci beaucoup. Vous retrouverez la note de Benjamin Corrias sur notre site en dessous de la vidéo. Et vous retrouverez les coordonnées du livre de Mireille Bruyère également. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.